Dans le comté de Portneuf, comme ailleurs au Québec, il y a plein de beaux bâtiments dont on ne sait pas trop quoi faire. Des églises, bien sûr, mais aussi des couvents. Celui de Saint-Casimir est une auberge. Il reçoit une fois par année le Festival de films pour l'environnement. Le couvent de Saint-Ubalde, lui, est devenu mairie. Celui de Deschambault abrite une bibliothèque et une école de musique. Mais parmi tous les couvents du comté de Portneuf, c'est celui de Neuville qui a connu le destin le plus surprenant. Pensé par Marguerite Bourgeois elle-même, c'est un des plus anciens couvents du Québec. Il a vécu 2 guerres. Il a été occupé par l'armée anglaise, bombardé par les Américains. Pendant plus de 250 ans, les sœurs de la congrégation Notre-Dame ont enseigné dans ses murs. Et aujourd'hui, il appartient à un petit groupe d'artistes qui font de la marionnette et du théâtre. Si on est amis et pas copains ou relations, c'est qu'on a... Voici donc l'histoire étrange de ce grand bâtiment de pierre, racontée à ma façon. Au commencement, nous étions réunis. L'onde apaisait la rivière, le vent apaisait l'île, la mer apaisait la terre. Avec le soleil et les étoiles, au commencement, était le souvenir. Inondées de désir, les langues se dénouèrent, les chairs se confondirent, la terre trouva son rythme et la parole naquit comme une braise sur la neige. Il y eut un soir, il y eut un matin, comme il y en aura jusqu'à la fin de l'alphabet, jour à jour sur la page. Nous fûmes étonnés dans l'avoine, remués de peine et labourés d'espoir. Qui nous assurera d'une vie possédée par l'âme, sinon nous-mêmes, libres enfin d'habiter ce que nous sommes? La naissance du couvent est liée à celle du village même, il y a plus de 300 ans. J'ai demandé aux gens de Neuville de vous raconter ce qui s'est passé. En 1685, Neuville était déjà la 3e seigneurie, la plus peuplée de la Nouvelle-France. Plus de 370 personnes y habitaient. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de chemin du roi, il n'y avait que le fleuve. Les gens vivaient surtout d'agriculture. Il y avait même un moulin à farine, ce qui était rare pour l'époque. Jusqu'en 1685, il n'y avait pas de curé à Neuville. Et c'était des missionnaires qui venaient pour faire des baptêmes, pour faire des mariages, et un peu comme les curés d'aujourd'hui, sauf qu'ils se promenaient en canot avec toutes leurs affaires. Viendra alors celui qui va changer les choses. C'est lui, Jean Basset, premier curé de Neuville, qui est arrivé ici en 1685, suite à la fondation de la paroisse par Monseigneur de Laval l'année précédente. Il était né à Lyon, en France, mais il connaissait déjà très bien le village puisqu'il venait y faire des offices religieux en tant que prêtre itinérant. Jean Basset, voilà un homme persévérant. Il a mis 27 ans pour obtenir son couvent. Quand il est arrivé à Neuville, il n'y avait ni église ni presbytère, rien qu'une petite chapelle de colombage au toit de chaume. On croit qu'elle était là, où il y a maintenant ce stationnement. Le curé Basset y a officié pendant 30 ans, le temps de faire construire une vraie église de pierre à l'emplacement de l'église actuelle. À l'époque, aucune religieuse ne vivait à Neuville. Or, Jean Basset avait à cœur l'éducation des jeunes filles de sa paroisse. Il voulait un couvent. Heureusement pour lui, il recevait de temps en temps la visite de Marguerite Bourgeois,
la fondatrice de la congrégation Notre-Dame qui s'occupait justement des jeunes filles. Dès 1689, le curé Basset demande des religieuses de la congrégation Notre-Dame à Mère Bourgeois pour l'éducation des demoiselles dans sa paroisse. Il revient même si souvent à la charge qu'à la fin, Mère Bourgeois lui répond d'un ton presque inspiré qu'il ne mourra pas sans avoir vu de ses yeux les religieuses de la congrégation Notre-Dame dans sa paroisse, ce qui d'ailleurs va se réaliser de point en point. Le curé Jean Basset a vu le couvent ouvrir ses portes en 1716. Il est mort 3 mois après. En 1716, Marguerite Bourgeois était déjà morte, mais sa prédiction a fait entrer le couvent de Neuville dans la légende. Les 2 premières sœurs sont arrivées le 8 juillet, dans l'ancien couvent, qui a été reconstruit depuis. Jean Basset a de quoi être fier. La congrégation Notre-Dame a enseigné aux jeunes filles de Neuville et des environs jusqu'en 1993. Son église, elle, n'aura vécu qu'une 50aine d'années. Mais comme elle a servi de base aux constructions suivantes, ses pierres sont encore dans les murs. Mieux, le curé Basset lui-même est peut-être encore là. Les archives précisent en effet qu'il a été enterré sous les marches de son église, comme ça se faisait autrefois. On suppose que le curé Basset serait enterré ici, donc juste devant l'autel, juste devant le maître-autel. On suppose même... Ce plan montre ce qu'il y a sous le plancher du chœur de l'église. Il y a là les tombes de plusieurs curés et notables. Même le peintre Antoine Plamondon, celui qui a fait les toiles ornant la sacristie, serait enterré là. Monsieur Matt n'a pas peur des revenants. C'est le fossoyeur du village. Donc c'est ici qu'ils ont été enterrés? Oui, oui. En avant, la plupart sont en avant du maître-autel. Il y en a un ici sur la gauche en commençant, en débutant, là. On est en dessous, donc... non, les fondations de la première église, là, c'est tout ça? Oui, oui, oui. Ça, c'est le premier. Ah, ça, c'est un tombeau, ça? Oui, oui, c'est le premier tombeau. Je sais pas s'il y a eu du pillage ici, là. Peut-être qu'il y en a qui cherchaient des bijoux de ces curés-là, là. Bon, il y en a un autre ici. Et on peut pas non plus savoir c'était qui. Oui. Ici repose le corps. C'était le curé Anselme Boucher. Né à Saint-Jean-Chrysostome, il s'adonnait, paraît-il, à l'homéopathie. Ah oui. Quant à celui-ci, c'est le curé Cressé de Courval, qui a été curé à Neuville pendant plus de 50 ans. C'est lui qui a fait construire la sacristie. Il aurait même inventé une tisane purgative qui s'appelait Courvaline. Il est mort en 1846. Nous n'avons pas trouvé la tombe du curé Basset. Il ne reste de lui que cette écriture laborieuse sur les registres et le nom d'une rue. Donc a déchaîné la peur, cette bannie, et barbouillé de bleu panique les carreaux. Le sable sur le toit, dans le cœur l'insomnie, personne ne lit plus le sort dans les tarots.
suis pas des leurs, puisque la chair humaine n'est pas comme un gâteau qu'on tranche avec le fer, et qu'il faut à ma vie une chaleur germaine qu'on ne peut détourner le fleuve de la mer. Il se fait tard, la nuit du Moyen-Âge couvre d'un manteau noir notre univers brisé. Peut-être pas pour nous, mais cessera l'orage un jour et reviendra le temps des mots croisés. Le couvent de Neuville n'a pas eu l'enfance facile. 2 guerres en moins d'1 siècle. D'abord la conquête anglaise en 1759. Les villages de la région étaient des menaces pour les Anglais qui assiégeaient Québec. Et un grand bâtiment comme le couvent de Neuville pouvait abriter toute une armée de miliciens. En juillet, 600 soldats débarquent. Une des 2 religieuses s'enfuit derrière le couvent avec femmes, enfants et vieillards. L'autre est emmenée sur un bateau, mais relâchée le lendemain. Les militaires n'avaient rien trouvé de menaçant. Puis, en septembre, c'est la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. Québec est prise. Ce qui reste de l'armée française se replie à plusieurs endroits, dont Neuville. « 300 soldats français ont passé l'hiver à Neuville. Dans le couvent probablement, au moins pour une partie d'entre eux. Au printemps, ils reçoivent des renforts de Montréal et gagnent même une bataille à Sainte-Foy. Mais ils ne réussissent pas à reprendre Québec. Le dernier échange de boulets a eu lieu sur la rive de Neuville. Le bateau s'appelait l'Atalante, le commandant Jean Vauquelin. Au milieu du village, une plaque rappelle l'événement. Cette année-là, ce sont les soldats anglais qui ont passé l'hiver au couvent, l'hiver de 1760 à 1761. À peine 14 ans plus tard, en 1775, c'était reparti, une autre guerre. Cette fois, ce sont les Américains qui tentent de prendre Québec, mais ils échouent. En repartant, ils vident leurs canons sur les rives. Le couvent est durement touché. Et encore une fois, les sœurs et les enfants ont dû se réfugier dans la coulée. Oui, monsieur, pas loin d'ici, dans ce coin-ci, là. En labourant avec les chevaux. On a trouvé ça, on pensait que c'était comme des cailloux pour commencer, puis après ça, on les a emmenés chez nous, puis c'est des cailloux ronds. Et c'était plus pesant qu'un caillou. Vous avez bien compris.
En labourant le champ de son père, M. Côté faisait surgir de terre des boulets qui dormaient là depuis presque 200 ans. Au temps des guerres, ce terrain était une petite baie qui donnait directement sur le fleuve. Les boulets sont aujourd'hui dans l'entrée de la Société d'histoire de Neuville. Et d'autres boulets devant le couvent rappellent la violence de cette époque. À travers la cour, des élèves serpentent un joli ruisseau, moins célèbre que celui de la rue du Bac, sans doute à Paris. Mais n'en a-t-il pas le même charme au cœur de chacune d'entre nous? Et si le chant de la cascade devait se taire un jour, il me semble qu'un peu de l'âme du vieux couvent se serait envolée. On va rentrer à l'intérieur. C'est quoi juste les fleurs là, on marche pas. On va vous filmer comme une star. Hey, ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Dès vos premiers pas dans la maison, voilà. Ah ben. Ouvre la porte, ouvre la porte et rentre. On est allé à la messe de 8h à Saint-Sacrement, mais j'ai dit on va partir tout de suite après la communion pour être sûr de... S'il n'y a pas assez de place, eh ben vous vous mettrez assis sur les chaises là-bas et tout ça. Je me disais, coudonc, les murs n'ont pas changé de place. Tu sais. Nous, on est déjà, quand on a fait les travaux ici, on s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail. Notre réfectoire était ici, ça c'était la cuisine. Eh bien, il y a un monsieur qui a creusé presque toute la journée avec son marteau-piqueur pour pouvoir faire un trou pour passer le tuyau du drain de l'autre côté pour qu'ensuite il s'en aille dans le ruisseau. Moi, j'étais externe, j'étais pas loin ici. J'ai commencé à l'école à 6 ans, en 42. Les vieilles maisons, on a l'impression qu'elles nous parlent. Tout ce monde-là qui était à l'intérieur aurait beaucoup de choses à nous conter aujourd'hui. Et alors voici notre petit oratoire ici. Attention, il y a une marche. C'était vraiment l'endroit où, pour les choses de jardin. Et nous, quand on a vu cette pièce, on a trouvé qu'elle avait quelque chose, qu'elle était belle. Et puis on s'est dit, ça serait beau d'avoir un oratoire ici, parce qu'on est vraiment dans les fondations de la maison, donc probablement de 1716. Puis donc on a gardé le vieux plancher, les vieilles planches de bois ici sur le mur. Oh ben ça! Oh ben si on m'avait dit qu'il y avait autant de monde! Oui. Vous avez essuyé vos pieds avant d'entrer là? Oui! Oui, bon, allez, venez.
Ouais. On ne pas si gros. Alors, mon général, ça va bien ce matin? Oui, très bien. Du soleil? Oui, mais de toute façon, ça ne change rien. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je fais ma promenade tous les matins. Bon, c'est bien, c'est bien. Excusez de vous couper, hein, excusez de vous couper, il y a une question ici, hein, parce que sinon, quand ils parlent tous les deux... Excusez-moi, Est-ce que c'est toutes vous qui avez construit toutes ces marionnettes-là? Ah oui, c'est Pierre, c'est Bénédicte que vous avez vu tout à l'heure. C'est l'enseignement ménager. On voit ici que maintenant c'est devenu l'atelier de marionnettes. Ça nous paraît plus petit que c'était. Mais oui, c'est toujours comme ça. Les mêmes armoires. C'est l'atelier de quoi? De marionnettes. C'est là où la fabrication des marionnettes. On va rentrer ici. Et regardez, on va aller. Voilà, ici c'était cette pièce qui était réservée pour les sœurs. Regardez, il y a de belles vieilles armoires. Ça émouille. Ici maintenant c'est notre salle à manger. C'est là où on prend notre déjeuner, notre dîner et tout ça. C'était interdit aux élèves. C'était interdit aux élèves. Ici, nous, on n'a jamais vu. Cette vue-là, on ne l'a jamais vue d'ici. Parce que c'était une pièce de la communauté des sœurs. C'est ça, en dedans, là. C'était privé. Dans toutes les armoires, il y avait toujours des petites choses épinglées, des médailles contre le feu. Et ici, je vais vous lire, instruction pour la fournaise. Et puis, vous voyez, pour la fournaise, eh bien, il y a la petite... oui, la relique de Marguerite Bourgeois qui protège du feu. Alors, nous, on l'a gardée. Mais quand on faisait notre patinoire... Ah, vous aviez une patinoire? On avait une petite cabane pour se changer. On avait une patinoire. Il paraît qu'il y a eu un moment, parce que là, il y a des petites fondations, là où il y a la poutre de bois, où il y avait comme un poulailler ou une porcherie. Ça devait être ça, notre petit cabanon qui nous avait fait pour la patinoire. Ah, c'était le cabanon de la patinoire. Ça devait être ça. Il devait y avoir un endroit pour les déchets au fond, parce qu'on a retrouvé pas mal de vieux encriers, des... oui. Ouais. Regardez comme elle est belle, cette robe. C'est pas rien, ça marche là. Là, ici, là maintenant, on ne voit plus du tout que c'était une chapelle. On en a fait une salle de création, des créations de nos spectacles, en fait, de marionnettes. La petite confessionnal. Oh, hey, je me souviens pas qu'il y avait ça. Mais je pense que c'était effectivement pour les religieuses parce que Madeleine disait que les élèves allaient à l'église. Oui, on allait à l'église. C'est ça, j'ai dit ça. J'ai confessé. On avait des lits là, jusqu'à la fenêtre. C'était tout libre, ça. Là. C'était des petits lits pas plus grands que ça. Puis au coin, ben, il y avait les deux chambrettes de sœurs. La salle de bain était là. Oui, parce que quelqu'un m'a raconté Elle était encore là. sa charge, c'était d'équiper Il y avait un lit ici. À côté, il y avait un petit bureau, une chaise. Voilà. Puis en arrière du petit bureau, il y avait un petit cintre pour suspendre notre serviette. Parce qu'on se faisait notre toilette à côté de notre lit. Puis on mettait notre petit déshabillé sur nos épaules pour que personne ne nous voie. Chacun faisait ses petites affaires. Puis il y avait une religieuse qui se promenait
jusqu'à ce que tout le monde dorme. Là, ben, on se mettait des fusées. Ah oui! Là, avec notre canne qui était mouillée, on arrose à l'eau. Quand on faisait nos examens à la fin de l'année, le professeur, la religieuse, ouvrait la fenêtre. Quand notre classe était de ce côté-là, près du ruisseau, on écrivait nos réponses sur nos feuilles, puis là, on entendait juste le bruit du ruisseau. C'était extra... J'ai encore le son. Petit garçon, il venait dans l'escalier à Noirceur, puis il venait voir ici pour voir les filles se déshabiller. Oh non! Puis le curé avait su ça, puis ils avaient... Le curé Dionne. Oh, non, non. Puis ils les avaient emmenés, puis ils les avaient donné une volée. oui! On avait un couvre-lit blanc, hein? Puis on prenait notre couvre-lit, puis on venait étendre ça, plier ça autour de cette... de ces... Pourquoi? Parce que pour pas que ça le salisse. On était trop petite pour... tu sais, on était prêt de plier ça comme il faut. On venait ici, puis on pliait ça comme il faut. Ah oui? Puis Sur la rampe? Non, mais c'est parce que c'était profond. On se mettait au-dessus de ça. On va pas jusqu'en bas complètement. Vous allez m'attendre où on a dit qu'il fallait rentrer, qu'il fallait frapper à bon endroit. Des cours de piano aussi. C'était ma classe. Alors ici, Son regardez. bureau était ici. Puis là-bas, c'était la musique, hein? Oui, c'est la musique. Quand il y avait des grandes cérémonies, ils ouvraient les portes. Oui, moi je lisais souvent les adresses. Te souviens-tu de ça, quand le cardinal Villeneuve était vite? Et alors, est-ce que vous reconnaissez la bibliothèque? Oui. Mais elle n'était pas là. Elle était de l'autre côté. Elle était dans le parloir, exactement. Oui, on l'a transportée. Il y avait des oiseaux empaillés. Ah bon? Oui, c'est vrai. Oui, il y avait des boulets de canon aussi. Oui, il y avait des boulets de canon. Chère Adeline, je t'écris quelques lignes pour t'encourager à suivre les bons conseils que notre maîtresse nous suggère tous les jours. Nous commencerons, si tu veux, par nous corriger de la forte passion de la curiosité. Pour moi, la curiosité, c'est parfois une qualité ou parfois un défaut. Parce que se mêler des choses des autres, connaître des secrets que l'on n'est pas supposé savoir, pour moi, ce sont des défauts. C'est bien la curiosité parce que je découvre des affaires que je n'avais pas découvertes. Quand je suis curieuse, je fais des grosses bêtises et je gâche toutes mes surprises. L'esprit n'ayant rien qui l'arrête au-dedans, il cherche de quoi s'occuper au-dehors. Une qualité car on peut lire des livres sur des sujets et après on sait beaucoup de choses sur ce sujet. Moi, je trouve que la curiosité est une qualité, car si quelqu'un crie dans la forêt, quelqu'un avec de la curiosité irait voir qui crie. Mais une personne qui n'est pas curieuse peut-être n'irait pas, et peut-être que la personne est en danger. Aussi, la curiosité est de se mêler des choses des autres. Comme un conflit a éclaté et une personne commence à dire n'importe quoi. Ou bien de dire « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il commence à entrer dans le conflit et fait empirer le problème. De là vient cette démangeaison de voir, de savoir, de connaître, de savoir ce qui se passe dans certaines familles et de certaines personnes suspectes. Des gens veulent savoir les secrets des autres et sont prêts à tout pour les découvrir, comme fouiller dans le carnet secret des gens. Si Émilie est partie, c'est sûr que je vais aller demander à M. Marc pourquoi elle est partie. Mais il va sûrement me répondre, si ça te concernait, je te le dirais. Ne va donc jamais dans ces spectacles, car il se commet toujours quelques péchés de curiosité. J'avais écouté un film
que je n'avais pas le droit d'écouter. Je voulais trouver mon cadeau de Noël. Moi, je suis curieuse et presque à tous les jours, je regarde des documentaires sur plein de sujets différents et passionnants. Ta tendre amie, Pamela Harper, 1847. Parce que bon, là, pendant le repas, on a jasé comme ça, mais maintenant, on va revenir aux souvenirs et à tout ça. Et nous allons accueillir quelqu'un parmi nous. Bonjour, bienvenue chez vous. Je vous présente Mère Saint-Marc de Galilée. Ça me fait plaisir de voir tout ce beau monde. Est-ce qu'elle ressemble aux religieuses qui étaient ici quand vous êtes venus, hein? C'est la même chose. C'est la même chose. Je crois que vous pouvez en prendre au moins 4 chacun. 400! Oui. Savez-vous ce qu'il y a dans ce panier? La tire! C'est très collant, ça. Oui, c'est très collant. Alors, il faudra mieux le garder chez vous. Broches ou des appareils dentaires, prenez-en un, j'ai demandé à vos parents à la maison. Mais alors, d'où ça vient cette tradition de la tire de la Saint-Catherine? Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois. Oui, Marguerite Bourgeois qui faisait ça. Alors, pour attirer les enfants à l'école, oui. Surtout les petites sauvagistes qui aimaient mieux aller dans les champs puis sur l'eau. Alors pour les garder à l'école, hein, c'était ça. Hein? Oui. Alors elle leur a offert la tire Sainte-Catherine. C'est vraiment très bon. Qu'est-ce que toi qui aimes dehors à Comment vous allez faire pour amener tout ça? À ce flacon, faisons la guerre. Jambon, 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 à ce flacon, faisons la guerre. Il me semble que Mère Bourgeois devait chanter comme ça. Oui, hein, sûrement. Oui, sûrement. Ça a l'air français. Beauté ardente, beauté sauvage, viens au secours de l'humanité. Fleurs flétries par manque d'eau, fanées, rabougries, décharnées. Réveille ceux qui vivent endormis, confortables dans leur servitude. Aie pitié de ceux qui s'éveilleront au-delà du naufrage qui vient. Beauté aux rêves clandestins, donne la tétée à nos enfants. Enflamme leurs horizons nouveaux du désir de s'enraciner au promontoire des défis, à la frontière de l'impalpable. La laideur jamais assez rentable ordonne à ses mercenaires: frappez dur, pas de pitié, honte à la mendicité, liquidez tous ces misérables, cette racaille de vauriens, feignants de tous les vices. Pas de pitié, frappez dur. Comme un printemps invincible, la beauté en expirant a déjà fait naître l'espoir. L'espoir d'une grande espérance, instance devenue sacrée à la réclame d'eau et de pain. Au-delà de toute solitude, trouve des éclairs de beauté et des éclats de bonheur, source d'amitié solidaire, même en l'extrême misère. Un avenir à refonder. Joyeux Pâques, les chevaux!
La deuxième naissance du couvent, après le départ des sœurs, s'est faite dans la controverse. Dans le village, bien entendu, plusieurs auraient voulu que le couvent devienne un musée, ou du moins un édifice public. Mais voilà que les sœurs ont préféré le donner à des gens de théâtre. Vous avez bien entendu, donner. Un vrai coup de théâtre. Ce que je voudrais souligner, c'est que ces 300 ans se découpent en deux parties, 277 et 23. Les sœurs de la congrégation Notre-Dame, qui nous ont fait don de la maison, nous ont dit « On est resté 277 ans, on vous souhaite d'y rester aussi longtemps. » Pour les sœurs de la congrégation Notre-Dame, ce don avait un sens. Ce n'était pas simplement une façon de se débarrasser d'un édifice coûteux à entretenir. Cultiver l'esprit par des activités artistiques de création à travers des arts différents, que ce soit par le théâtre, la poésie, l'écriture ou le chant, élève l'âme. N'avons-nous pas besoin de retrouver et de cultiver ce qui fait la grandeur de la personne humaine? Isabelle, Jean-Noël, Bénédicte et Pierre, ainsi que toutes les personnes qui sont vos collaborateurs, vous êtes des sentinelles, des éveilleurs dont nous avons besoin. Eh bien, nous allons chanter de nouveau. Les nouveaux propriétaires sont issus d'un mouvement catholique français. Pas une congrégation officiellement reconnue par l'Église, mais un groupe de gens qui partagent la même foi en l'art. Ils vivent en communauté comme les sœurs d'autrefois. Leur corporation s'appelle Espace Art Nature, parce qu'ils ne font pas que du théâtre. Ils emmènent aussi des visiteurs, souvent européens, faire des séjours en forêt. Le couvent est donc devenu à la fois une auberge, une salle de spectacle, une école de théâtre et un lieu de création. Il est aussi un lieu de rencontre, une dimension que les gens d'Espace Art Nature jugent particulièrement importante. Ils organisent des cercles de discussion ou participent volontiers à des échanges avec des représentants d'autres religions. Ils ont des liens particuliers avec des autochtones aussi. Mais ce côté religieux, un peu mystérieux, suscite de la méfiance dans le village. D'autant plus que, comme l'art ne fait pas facilement vivre son monde, les gens du couvent sont perçus comme étant toujours en demande d'aide et de financement. N'empêche, ces gens sans revenus stables ont réussi à faire des rénovations majeures au vieux couvent. Drainage, creusage du sous-sol, changement de la poutre du plafond, toiture. Ils n'ont pas non plus ménagé leurs efforts pour s'intégrer au village. Pendant des années, ils ont organisé ce qui s'appelait les Fêtes historiques de Neuville. Jean-Noël a déjà présidé le comité municipal pour le loisir et la culture. Isabelle est encore bénévole à la bibliothèque. Ce sont ces gens un peu mystiques donc, plus ou moins acceptés, plus ou moins intégrés, qui ont aujourd'hui le destin du couvent entre leurs mains.
Moi qui ne suis pas croyant, mais qui les côtoie depuis 6 ans, qui chante dans leur chorale et qui ai même participé à certains de leurs spectacles, je trouve qu'ils gardent le couvent en vie à bien peu de frais. Quel organisme municipal pourrait en faire autant? Au bord de la rue s'alignent les maisons banales. Les mêmes bruits banals. Et dans chaque fenêtre, le même écran banal. Les mêmes mots, les mêmes voix, coulant sur nos vies banales comme un fleuve gris. Est-ce normal, cette vie? Juste au coin, là où vous passez tous les jours, une maison discrète, sans écran et sans bruit, mais pleine, quand vous y prêtez attention, de petits sons bizarres, de voix étranges et blanches, curieux mélange de meilleur et de pire, comme une orange qu'on doit peler. Ce sont ces voix-là qui me rassurent, l'original, ce qui ne dort pas sous le fleuve gris du banal. Et mes écarts de langage leur ressemblent, et ma solitude leur est familière. Cette maison discrète, ces voix étranges, sont comme des planches sur la mer, une main sur le gouffre, le silence dans le vacarme du banal.